Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une situation que beaucoup de personnes me partagent en thérapie et qui, je crois, est très présente chez les personnes sensibles. C'est ce sentiment de solitude. Sentiment de solitude, ça ne veut pas dire qu'on est seul. On peut se sentir seul dans un groupe, au milieu d'un repas de famille, ou même au travail, ou même en couple, on peut se sentir seul. J'avais envie de vous expliquer un petit peu les sources, les racines de ça, parce que je pense que tout ce qui est flou nous fait beaucoup plus de mal que ce qui est connu, ce qui est compris. Alors, je vais vous donner des éléments pour vous permettre d'approcher cette réalité. Il se trouve que, deuxième partie du XXe siècle, des philosophes ont décrit des contraintes existentielles, et la solitude en fait partie. Et qu'est-ce que c'est que ces contraintes existentielles? Ce sont des contraintes auxquelles tout être humain est soumis. Donc nous avons ça en commun. Simplement, évidemment, comme d'habitude, quand on est très sensible, ça s'amplifie. On ressent les choses plus fortement. Donc par exemple, cette contrainte existentielle de solitude que je vous montre là. Solitude, sentiment de solitude. Je vous invite à vous demander si vous la ressentez vous-même, si c'est quelque chose d'important dans votre histoire. Ça peut venir aussi, vous savez, cette impression de décalage, sachant que les personnes très sensibles sont moins nombreuses que les normaux sensibles. Ça peut aussi vous emmener dans des vécus de solitude. Donc voilà, demandez-vous ce qu'il en est pour vous. Je vous parlais des contraintes existentielles. En tout, elles ont été définies au nombre de 5. Donc je vais vous donner les 5 pour que vous vous demandiez qu'est-ce qui est présent chez moi, quel est le prochain pas peut-être, quel est le passage que je vais faire bientôt. Alors parlons par exemple d'une deuxième contrainte qui est la finitude. La finitude, il y a le mot fin dedans, c'est toutes les fins. À chaque fois qu'il faut finir quelque chose, à chaque fois qu'il y a donc une séparation d'un ordre ou d'un autre. La finitude peut être difficile, d'ailleurs elle l'est parce que je sens bien en fin d'un parcours de thérapie combien c'est difficile de se séparer. Moi-même j'y suis soumise, je ne suis pas en dehors des contraintes existentielles qui deviennent d'ailleurs parfois ces angoisses existentielles. Dans la notion de finitude, il y a la peur de la mort, enfin le lien, la manière dont on est avec la mort. Et donc, évidemment, là, on peut trouver de nombreuses angoisses. Personnellement, je suis formée à ça. C'est deuil qui n'en finissent pas en EMDR. Mais voilà. Quand je dis c'est classique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est présent pour tout le monde. Et on a souvent tendance à se dire, mais pourquoi je suis comme ça? Mais vous êtes comme ça parce que vous êtes un être humain. Après, ce dont il faut s'occuper, c'est de l'intensité. Si c'est trop intense, en effet, il faut regarder de plus près et faire peut-être un travail à ce sujet ou voilà, avancer sur ce sujet parce que quand c'est trop intense, ça gâche la vie. Alors une autre, donc que voici, la quête de sens. Je pense que c'est quelque chose que vous éprouvez souvent, c'est qu'on a besoin que les choses aient du sens, que ce qu'on fait ait du sens. Et s'il n'y en a pas, ben, on n'est pas bien. Alors il y a un autre philosophe qui est Frankl, qui a été dans les camps de concentration et qui en a ressorti l'idée que pour être bien, si jamais on est dans une situation qui n'a pas de sens, il faut y trouver du sens. Donc voilà ce passage-là pour supporter le manque de sens. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? La responsabilité. Je vous la montre là. La contrainte de responsabilité, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est quand on a tendance à ne pas comprendre qu'on est responsable de sa vie. Si on pense que c'est toujours dû à Pierre, Paul, Jacques, la société, le voisin ou mes parents, si on ne prend pas un moment la responsabilité de ce qui nous arrive, on ne va pas être heureux. C'est ce qu'on appelle la victimisation. Alors, être une victime, bien sûr, ça c'est tout à fait possible. On peut être objectivement une victime.
le truc, c'est de ne pas y rester et d'arriver à sortir de ça et de pouvoir assumer ensuite sa vie. Donc voilà, très importante la responsabilité. Et puis une autre que je pense que vous connaissez bien, c'est le perfectionnisme. Donc le perfectionnisme, ben, c'est dans le mot, la réponse est dans le mot aussi. Quand on veut que tout soit parfait ou quand on veut soi-même être parfait. Donc ben, ça c'est... On va dire que c'est une bonne idée parce que oui, là, si on va vers la perfection, c'est chouette. Mais par contre, le figer et dire si c'est pas parfait, ça ne me convient pas, ça va complètement nous bloquer dans la vie. Alors en plus, ça va agacer l'entourage. On risque de susciter du rejet. Et vous voyez là, on rejoint aussi la contrainte de solitude. De toute façon, elles se tiennent toutes les unes les autres. Donc c'est pourquoi il faut regarder ce qu'il en est pour vous par rapport au perfectionnisme. Comment vous pouvez le voir comme un chemin plutôt que comme une réalité intangible qui doit exister dès maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de clarifier les choses pour vous permettre de mieux les vivre et de pouvoir surtout vous déployer. Je vous laisse en vous rappelant les 5 contraintes existentielles afin que vous puissiez peut-être les ordonner chez vous, voir ce qui est le plus fort, ce qui a le moins d'intensité gênante et pouvoir continuer votre beau chemin de déploiement de votre diamant intérieur qu'est votre sensibilité. Voici donc le rappel des 5 contraintes existentielles. Je vous ai tout d'abord parlé de la solitude, puis de la finitude, toutes les fins, de la quête de sens, de la responsabilité et enfin du perfectionnisme. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Dans notre parcours sur les contraintes existentielles, voici aujourd'hui notre peur de l'imperfection. Nos difficultés avec l'imperfection, donc angoisse existentielle, enfin contrainte existentielle de perfection ou à l'inverse d'imperfection, c'est la même, c'est les deux revers de la même médaille. Évidemment, quand on est très sensible, hypersensible, cela peut vite devenir des angoisses existentielles. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je m'appelle Elisabeth Aubray, je suis gestalt thérapeute et également certifiée en EMDR, méthode de retraitement des traumatismes. Et en gestalt, justement, on parle beaucoup des contraintes existentielles. On dit que la gestalt est une thérapie existentialiste en référence à ces philosophes du XXe siècle qui ont décrit ces fameuses contraintes au nombre de 5. Vous retrouverez ça dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je m'occupe du perfectionnisme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, beaucoup d'hypersensibles veulent que les choses soient parfaites, ou voudraient, puisqu'évidemment c'est impossible, mais se mettent là-dedans, c'est-à-dire, quand je dis les choses, y compris eux-mêmes, que la perfection soit leur quotidien, soit leur vie, et donc ils vont devenir quand même assez intransigeants, exigeants, difficiles, alors soit pour ce qui les entoure, soit, comme je le disais, pour eux-mêmes. C'est une vraie difficulté dans nos vies d'hypersensibles. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Déjà, sans doute, rechercher de l'amour, qu'on nous aime mieux, que nous-mêmes, nous aimions mieux, puisque si c'est parfait, si ce qu'on fait est parfait, ça va attirer, hein, on est toujours avec ce sentiment de décalage et on a besoin qu'on croit en nous. Donc déjà, avoir cette tendance, on croit que ça va nous amener de l'amour. Et puis une autre raison, à mon avis, c'est la sécurité que ça apporte dans notre tête, cette perfection, parce que finalement la perfection, ça bouge plus, c'est très stable. Et donc, on peut enfin se reposer si on est dans la perfection. Évidemment, c'est tout l'inverse qui se produit parce que la perfection n'existe pas en réalité. Et donc, on va être toujours dans la déception.
et la recherche. Et cette espèce de spirale qui se poursuit comme ça et qui ne nous laisse pas en paix. Alors justement, qui ne nous laisse pas en paix. Comment on le sait et comment, qu'est-ce qu'on met en place pour en sortir? Alors déjà, comment on s'en rend compte? Eh bien, moi je trouve que la joie, c'est un très bon critère. On a de moins en moins de joie quand on est dans ce perfectionnisme. Et donc, ça, rendez-vous compte, là au moment où vous voyez cette vidéo, si vous vous dites, tiens, c'est peut-être moi, allez regarder de ce côté-là, parce que s'il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie. D'ailleurs, le perfectionnisme, quelque part, c'est l'arrêt de la vie, puisque la vie est mouvement. Et vouloir que ce soit parfait, c'est stopper les choses. Donc on est en décalage, et donc ça nous appauvrit, ça nous amoindrit. C'est terrible. Alors, je disais un critère, la joie, et puis évidemment, le grand critère, the universel critère, qui est l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette recherche effrénée, on est tout le temps en train de se faire des reproches, puisqu'on n'y arrive pas. Donc, l'amour de nous, l'estime de nous, ça baisse, y compris dans nos rapports aux autres. C'est-à-dire que là, il y a une patiente qui m'expliquait comment elle a fait une crise énorme à son conjoint parce qu'il n'avait pas remis un pot au même endroit où il est d'habitude, et donc elle a besoin que les choses soient parfaites, et elle s'est rendue compte que en fait son besoin là dépasse l'amour qu'elle voudrait avoir et qu'ils ont déjà, et comment ça l'emporte dans autre chose. Donc ce critère de l'amour, est-ce que l'amour est mis à mal en gros par ce besoin que j'ai de perfection? Donc je vous propose de regarder ça dans votre vie. Les remèdes ensuite, c'est déjà en prendre conscience, donc c'est tout ce qu'on vient de faire là. Et puis se relier à soi, être plus à l'écoute de soi, de ses besoins. Je vous ai dit de la joie, de l'amour, où j'en suis là-dessus. Et la grande question évidemment, c'est comment j'accepte les limites. Donc questionnez-vous là-dessus et apprenez à faire des limites vos alliés plutôt que vos ennemis. Et si vous acceptez que vous avez des limites, à ce moment-là, vous pouvez en effet bien davantage vous détendre et accéder à la vie. J'ai envie de dire la vraie vie, celle qui est là, et vous allez pouvoir du coup voir tous les bons côtés de cette vie. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà pour notre contrainte de perfection qui, j'espère, va s'estomper maintenant. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais encore un peu vous parler du sentiment de décalage. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce sentiment-là, il nous joue bien des tours dans nos quotidiens de personnes très sensibles, hypersensibles. Et j'ai remarqué que je parle beaucoup du décalage. Il faut dire que je suis moi-même également hypersensible. Ce sentiment de décalage, il nous cause donc bien des soucis. Par exemple de la fatigue, il augmente notre manque d'estime de nous parce qu'on se dit naturellement que si on est en décalage, c'est qu'on doit avoir un problème, surtout au début, hein. Au bout d'un moment on comprend, mais au départ c'est pas facile. Et aujourd'hui je vais vous donner une autre raison, un autre pourquoi de ce sentiment de décalage, parce que je crois que plus on met de la conscience dans tout ça, plus on va pouvoir se développer harmonieusement et joyeusement. Alors j'ai pensé à cette contrainte existentielle qui est chez nous particulièrement développée, qui est la quête de sens. Le besoin que nous avons que les choses aient du sens, que tout ait du sens finalement, évidemment notre vie, mais tout ce que nous faisons dans la vie. Alors, je crois qu'il n'y a rien à regretter, c'est comme ça, nous sommes comme ça. J'ai trouvé dans la revue Cairn, C-A-I-R-N, qui est une revue d'études psychologiques, une enquête, plutôt une recherche. Les chercheurs ont introduit une nuance importante dans les sources du sens, à savoir les différences
que les personnes peuvent développer en termes de profondeur. Alors, ils ont établi 4 niveaux de profondeur. Le premier, c'est l'hédoniste, ou la recherche de la jouissance, du plaisir et du confort. Bon, bah, c'est déjà un bon niveau. Heureusement qu'il y a des gens qui sont à fond là-dedans. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Le problème est de savoir si nous, ça nous convient. Généralement, c'est pas des sujets qui nous suffisent en tout cas. Deuxième niveau, le développement personnel et la réalisation de talent. Bon, bah, je trouve que déjà, ça, c'est déjà assez profond. Parce que dans ce que je vois, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de monde qui subit sa vie plutôt que d'être dans la réalisation de talent. Donc bon, c'est le deuxième niveau. On se demande ce que vont être les troisième et quatrième niveaux. Alors, le troisième niveau, c'est le fait d'être altruiste et au service des autres. Moi, je le relie au deuxième niveau parce que quand on est vraiment dans l'expression de ses talents, il y a toujours une retombée sur l'extérieur et pour les autres. Sinon, on n'est pas heureux, on n'est pas vraiment dans sa mission de vie, on va dire. Donc, pour moi, je les raccroche ensemble. Et le quatrième niveau, c'est celui qui transcende l'individu, la recherche d'un sens suprême par des voies plus spirituelles. Donc, j'en parlerai aussi, j'en parle déjà. Bon, la spiritualité, c'est un grand sujet, large sujet. Mais vous voyez, il est possible, il se pourrait que dans vos vies, vous ne soyez pas toujours dans le contact, dans l'échange avec des personnes qui ont le même besoin que vous en termes d'amplitude de cette quête de sens. Encore une fois, tout le monde a besoin de sens, mais je vais vous donner un exemple. Quand vous allez par exemple à un repas de famille, vous êtes tout content, vous y allez, vous vous dites chic, on va manger des bonnes choses, je vais retrouver mes frères et sœurs avec les souvenirs d'enfance, vous avez un sentiment d'appartenance, il y a plein de choses, vous êtes tout content, et puis là, patatras, une fois que vous y êtes, eh bien, les conversations ne vous intéressent pas du tout, ou on vous pose des questions, vous trouvez que ça ne vous parle pas, on critique les voisins, que sais-je. et en fait, vous vous dites, mais j'ai rien à voir avec ces gens-là. Puis ensuite, vous allez au travail, et puis là, même remarque. Alors attention, ce risque de se replier sur soi. Non, ce qui est bon pour nous, c'est d'aller chercher ce diamant, ce que j'appelle le diamant intérieur, la sensibilité, pour pouvoir le mettre au jour. Et comment on fait ça? En allant se nourrir dans des endroits qui pour nous ont beaucoup de sens. Ça existe alors. C'est un petit peu différent pour chacun, mais déjà, rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui vibrent aux mêmes choses que nous, et puis mettre en œuvre, voyez, moi par exemple, quand je fais une vidéo comme ça, je l'ai déjà dit, mais je suis dans mon charisme, ça a plein de sens pour moi, et ça me nourrit en réalité. Donc, ça peut prendre beaucoup de formes, mais allez chercher ces endroits où il y a cette idée de se nourrir et donc de trouver beaucoup de sens à ce que vous faites, bien sûr dans la spiritualité, etc. Donc c'est ça qui nous est demandé pour être heureux, on va dire. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils disent que nos sociétés, la dépression touche un adulte sur 5, le stress, le burn-out, les dépendances, la criminalité, les suicides, que nos sociétés sont en perte de sens et que c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés. Donc là aussi, on a un rôle à jouer dans notre sensibilité qui parfois est un peu difficile à vivre. Et bien, au contraire, là, on a cette possibilité d'apporter cet intérêt pour le sens et de remettre du sens, d'aider à remettre du sens et voilà, permettre à chacun de retrouver finalement la joie de vivre. Eh bien, mes chers amis très sensibles, hypersensibles, c'est ce que je vous souhaite. Allons ensemble, mettons en œuvre tout ce qui compte pour nous afin de pouvoir rayonner de cette joie et d'être réellement heureux. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous peut-être ce sentiment, peut-être que vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver les passages. Eh bien,
peut-être qu'il faudrait regarder du côté de cette contrainte existentielle de responsabilité. Alors c'est un bien gros mot pour dire, ben, en fait, j'assume ce qui m'arrive. J'assume ce qui m'arrive. C'est pas toujours facile parce qu'on se dit mais attends là j'y suis pour rien, ou bien au contraire, donc j'y suis pour rien, on rentre dans le statut de victime, ou alors on dit ah c'est moi, on est trop dans l'autre sens, et donc là on rentre dans un sentiment de culpabilité qui nous écrase, qui nous enferme, et du coup on ne prend pas vraiment la responsabilité des choses, on confond responsabilité et culpabilité. Donc non, là, allez voir du côté de la contrainte de perfectionnisme. C'est souvent quand on veut faire trop bien et qu'on n'accepte pas que peut-être, oui, on a fait une erreur, mais voilà, c'est ok, et on peut passer à la case suivante. Sauf si on est tout le temps en train de se flageller. Ou au contraire, à l'inverse, si on est donc très dans le statut de victime et qu'on n'arrive pas à en sortir parce qu'on trouve que ce serait injuste de passer à autre chose, ce que je comprends très bien, ce qui est très compréhensible. Il s'agit, si on est victime, si on se sent victime, c'est de le faire reconnaître. Tout dépend de la gravité, hein. Ça peut aller jusqu'à porter plainte, etc. Mais ça peut être aussi parler à des amis, expliquer qu'on se sent victime. Et quand je dis se sent victime, encore une fois, c'est pas péjoratif, qu'on a été victime. Je prends l'exemple que la grêle est tombée sur mon toit et il y a eu des inondations. Ben, quelle responsabilité j'ai à prendre là-dedans? Elle est où la contrainte de responsabilité? Ben si. Parce que, ben oui, c'est vrai, la contrainte de responsabilité, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire? C'est j'assume. J'assume que c'est ce qui m'arrive. Entendez bien ça, dans la contrainte de responsabilité, c'est pas assumer la culpabilité de quelque chose. Je me fais agresser, elle est où la contrainte de responsabilité? Alors je l'ai dit, hein, on peut porter plainte, etc. Mais elle est que si on reste trop longtemps dans le statut de victime, on va se faire du mal à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un temps pour être entendu, pour exposer les choses, pour les régler autant qu'il est possible. Et puis il y a un temps pour dire, ben maintenant, j'assume que c'est ça qui m'est arrivé. Non pas j'assume ou j'accepte ou souvent je dis j'accueille, c'est ça hein, en plus. J'accueille ce qui m'est arrivé, ça ne veut pas dire oups, c'est comme s'il ne m'était rien arrivé, pas du tout. Mais avec ce qui m'est arrivé, ça a été ça qui m'est arrivé et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là évidemment tout de suite me revient la phrase de Sartre qui est un philosophe existentialiste et qui dit « Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. » Et c'est ça la contrainte de responsabilité. Alors je vous invite à regarder s'il y a des choses comme ça qui restent en travers, c'est souvent très émotionnel. Donc travailler, allez voir un thérapeute s'il faut pour regarder toutes ces émotions et pour pouvoir dire mais oui, je suis responsable de ma vie parce qu'à ce moment-là, vous devenez le patron. À ce moment-là, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie. Alors que sinon, ben, vous subissez. J'espère que vous sentez que c'est un bon programme. En tout cas, moi, je suis prête à vous accompagner là-dedans. Si vous sentez que c'est difficile, j'ai aussi justement, je parle de programme, j'ai réalisé un programme en ligne là-dessus qui fait passer de l'anxiété à la liberté intérieure. Parce que là, c'est une petite vignette, je vous présente, je vous mets l'accent sur une des contraintes existentielles pour vous montrer l'ensemble des choses qui sont prégnantes dans nos vies et communes à tous les humains. Évidemment, plus fortes chez les hypersensibles, mais je sais bien que tout ça, ça demande parfois plus d'attention et plus de travail, entre guillemets. Donc, vous pouvez tout à fait prendre ce programme et vous allez regarder tout ça, vous allez mieux comprendre tout ça. J'explique plein d'autres choses pour pouvoir lâcher. Hein, je dis beaucoup aussi que c'est un programme pour le lâcher prise, pour prendre du recul. Donc, j'en dis pas plus. Donc, ça, c'est une possibilité que je vous offre. Une autre possibilité, vous allez voir un thérapeute près de chez vous si vous sentez que les choses sont très intriquées. Et par contre, si ce que je dis là dans la vidéo, ça vous parle, ça vous semble assez intéressant, vous pensez que oui, en effet, il y aurait chez vous à partir sur un peu plus de capacité à prendre la responsabilité
de tout ce qui vous est arrivé dans la vie. Eh bien, je m'en réjouis. Je vous dis, c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Je vous souhaite de sentir toute cette joie qui se produit quand on est dans cette responsabilité. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de la contrainte existentielle qui nous manque pour la fin de cette série sur les contraintes existentielles. Et justement, quel heureux hasard, il s'agit de la finitude, toutes les fins, à chaque fois qu'on se sépare. Ah, peut-être que déjà vous sentez que chez vous, ça travaille. Les séparations, c'est peut-être pas facile. Vous savez que les contraintes existentielles se transforment très facilement en angoisse existentielle, surtout quand on est très sensible. Donc peut-être êtes-vous touché particulièrement par celle-là. Si c'est le cas, vous avez du mal à vous séparer, les fins sont pas drôles pour vous, alors peut-être que vous avez tendance à vous attacher beaucoup, donc il faudrait regarder du côté de l'attachement, comment ça se passe pour vous. Et puis vous savez, on parle de cette fameuse dépendance. Est-ce que quand vous avez un chagrin d'amour, c'est un drame absolu quand vous vous séparez sur le plan affectif? Donc il faut regarder ça. Est-ce qu'il y aurait de la dépendance affective? Et puis si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être un gros boulot, hein. Ça peut venir de l'enfance avec des séparations qui ont été mal gérées, ou parfois c'est pas des gros trucs, mais c'est juste que l'enfant, lui, l'a mal compris. Et du coup, ça continue à durer. Donc, si c'est le cas, peut-être qu'il faut vous faire aider. Mais si vous sentez que vous pouvez, c'est déjà revenir à vous-même. Quelles sont vos sensations? Quels sont vos besoins? Que dit votre corps? Parce que c'est ainsi qu'on retrouve bon nombre d'hypersensibles pris dans des filets de compagnons, de conjoints qui ne leur convient pas. Et je ne parle pas de tous ces fameux manipulateurs, pervers narcissiques qui peuvent évidemment profiter de la situation. Donc vous voyez, cette histoire de fin et de séparation, c'est quand même, il faut y regarder de près et peut-être faire un travail plus approfondi. Il y a aussi cette grande question qui est la mort. Et la mort, la séparation, l'ultime séparation, il peut y avoir des angoisses à ce niveau-là. Donc de regarder comment est votre rapport à la mort, parfois c'est aussi dans les générations précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Donc allez voir au niveau du transgénérationnel. Et puis, on donne beaucoup de conseils, vous pouvez trouver maintenant pour faire un deuil. Alors il y en a qui disent on ne peut pas faire un deuil, alors le manque reste toujours. Tout est vrai, hein, j'ai pas le temps évidemment de tout dire ici sur cette douloureuse et quand même complexe question. Néanmoins, c'est vrai qu'on donne entre guillemets de bons conseils, de dire voilà, il faut comprendre que c'est fini, que la personne vous ne la reverrez plus, de ne pas rester dans quelque chose qui n'est pas comment dire réaliste. Et en même temps, je voudrais dire que si beaucoup de personnes se trouvent, comment dire, mieux de garder un lien, ça paraît évident que c'est une bonne idée aussi. Il faut peut-être regarder la nature de ce lien. Est-ce qu'en effet, on est dans une forme de réalisme quand même et pas dans une illusion totale? Et en même temps, il ne faut pas oublier que profondément, nous sommes tous reliés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, de sentir que certes, nous sommes uniques et des personnes spéciales, mais que le lien, justement, il y a des liens, j'ai envie de dire derrière, plus profonds, plus souterrains, qui eux restent. Hein. On dit que l'amour ne meurt jamais. Et ça, pour moi, c'est une réalité aussi. Alors, j'ai décidé d'ailleurs de réfléchir davantage à ça, au processus de deuil et à comment garder un lien, mais un lien sain, entre guillemets, évidemment pas un lien de dépendance, où là, en fait, ça résout rien, mais quelque chose qui peut permettre
retrouver sa joie de vivre, de relaisser la vie circuler en nous. J'en reparlerai. Comme toujours, une petite contrainte existentielle, c'est plein de thèmes qui viennent, qui sont possibles. J'espère que ça va vous aider un petit peu à gérer vos frustrations de séparation. Et je vous dis quand même à bientôt. Ça y est, nous arrivons à l'issue de cet exposé. Alors déjà, je veux dire tout de suite, on s'en fiche un peu des exposés. Ce qui compte, c'est ce que ça fait en vous, c'est comment ça résonne en vous. Notre fondateur de la Gestalt, Frédéric Perls, disait que la théorie, c'est bullshit, de la merde de bison. Donc, il n'est pas question d'en rester à la théorie. Sentez ce que c'est fait pour vous, les endroits où vous pouvez évoluer rapidement, ceux où ça va être un petit peu plus long peut-être, et avancez, c'est en faisant un pas que l'autre vient et que vous allez pouvoir petit à petit. Alors, avancer, c'est le cas de le dire, mais mon rêve, c'est que, vous savez, j'ai donné deux vocabulaires, le terme de contrainte existentielle et le terme d'angoisse existentielle, donc ce qui devient souvent le cas pour les hypersensibles, mais il y a un autre terme que j'aimerais utiliser maintenant, ce sont les données existentielles. C'est-à-dire que ce sont des données. C'est comme ça dans la vie, il y a ces données-là et on a à faire avec. Mais quand on enlève l'idée de contrainte et l'idée d'angoisse, on sent que l'obstacle, il est quand même beaucoup moins difficile à passer. Voilà, c'est mon objectif avec ce petit coffret des contraintes existentielles. On va les appeler donc maintenant les données existentielles, c'est que vous puissiez passer justement des contraintes aux données. Alors ça, c'est une chose. Pourquoi c'est très important? Pourquoi c'est fondamental même? Parce que c'est présent chez tous les humains et on trouve par exemple dans la notion d'autocompassion trois grands piliers. Et un des trois grands piliers de l'autocompassion, donc apprendre à s'aimer, à mieux s'aimer, c'est l'humanité commune. C'est-à-dire que connaître ces problématiques existentielles, du coup j'invente un quatrième mot, c'est pouvoir se dire quand ça arrive, mais il n'y a rien d'anormal. Bien que je sois hypersensible et que probablement il y a une intensité plus importante à certains moments, mais c'est commun à tous les êtres humains. Et cette humanité commune, c'est excessivement soulageant. Donc ça, c'est le premier but, c'est mon premier but. Vous sentiez l'humanité commune. Un deuxième but, c'est que vous avez une vraie grille de lecture là. Une grille de lecture très complète avec juste 5 données existentielles. Vous allez pouvoir retrouver énormément de choses de votre vie. Alors déjà, vous avez dans tout ce parcours que je viens de vous montrer des pistes pour s'en sortir, pour évoluer. Mais aussi, vous saurez sentir quand c'est trop fort, grâce aux explications. Voilà. Donc, vous avez maintenant comme un livre de vous-même, comme un livre de l'humanité. Et quelque part, vous pouvez cocher les cases et choisir comment vous orienter les choses. Et ce que ça va produire aussi, c'est que quand quelque chose va arriver, vous saurez l'anticiper. Vous saurez reconnaître. Ah bah oui, là, c'est parce que j'ai tellement besoin de sens que quand mon voisin me raconte je sais pas quoi, mais je m'ennuie et alors je me dis ah mais je suis asociale, c'est pas possible. Non, je suis dans la contrainte, dans la donnée existentielle de sens. J'ai besoin de sens. Pareil quand vous commencez à monter en besoin de perfection, au besoin retournez voir la vidéo. Donc là vous avez un livre, un manuel de mieux vivre. Voilà, très profond, très utile. Je suis ravie de ce parcours avec vous et bien je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, mais déjà profitez-en bien.